Dimanche 5 décembre. Je voudrais pas être alarmiste et je voudrais pas vous faire peur. Mais se faire peur, y a que l'embarras du choix, n'est-ce pas ? Mon propos n'est pas de vous faire peur. J'ai fait ça un temps, dans mon jeune temps, ou pas il y a pas si longtemps. Je pensais que pour réveiller des personnes qui dormaient, un petit électrochoc salutaire pouvait être la peur. Ça marche rarement. Parce qu'une fois qu'on s'est électrochoqué à la peur, on reste sur le mode de la peur, il me semble. Vous savez, il y a beaucoup de gens que je côtoie bien sûr, et d'autres que j'imagine et que j'extrapole évidemment, par exemple, qui mangent de la nourriture biologique exclusivement et qui font leurs courses et tutti quanti. Mais c'est pas pour soutenir une agriculture plus juste, ou parce que c'est des gens qui généralement n'y connaissent rien, oui, ce qu'on appelle les bobos bien souvent, ceux qui ont les sous pour s'acheter tout ça et qui veulent pas trop se mettre au travail eux-mêmes, hein, ça, non. Cultiver, même s'ils ont un peu de jardin ou même un balcon, enfin non, mais la motivation n'est pas là. Non, ces personnes qui ont de quoi s'acheter de la nourriture de qualité, et comme dit l'autre, nous n'avons jamais transigé sur le bio. Non, tu n'as jamais transigé, mais tu ne t'es pas intéressé non plus à la provenance de ces denrées. Comment est-ce qu'elles avaient transité, par quelles mains, par quel cargo, avec quel carburant, sous quel emballage plastique. Non, j'appelle ça le bio à ma porte. Moi, je ne veux rien savoir du moment que dans mon assiette, c'est bio. C'est-à-dire sain, on pourrait dire. Hein. Je rappelle pour mémoire que la mention biologique signifie uniquement cultiver sans intrants chimiques de synthèse. Sans intrants chimiques de synthèse. Je pense que tout le monde comprend, mais pour ceux qui ne comprendraient pas, et c'est légitime, sans apport de intrants, c'est pas forcément les engrais, ça peut être aussi les pesticides, herbicides, enfin tout ce qui est destiné à contrôler la culture d'une manière générale. Donc sans apport de produits chimiques de synthèse. Il y a des produits chimiques. Chimie. La chimie, ce sont les éléments, les molécules, les machins, quoi. Par exemple, le sulfate de cuivre. Hein, la bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre. Donc ça, c'est des intrants chimiques, mais pas de synthèse. C'est autorisé en bio. Ben oui. Si on met ça sur la vigne, mais c'est pas toxique ces choses-là. C'est pas fondamentalement toxique, ça n'altère pas la structure de la plante. Hein, ça protège, voilà, c'est comme... bref. C'est comme un truc qui protégerait des trucs. Hein, bon, mais je m'égare, comme d'habitude je m'égare. J'étais partie sur autre chose, oui, les gens qui ont peur. Bah oui, ils mangent bio, pourquoi ? Mais parce qu'ils ont peur de s'empoisonner. Je veux dire, ce n'est pas une motivation positive, si j'ose dire, c'est une motivation négative, une motivation par peur. Mais ça produit quoi, ça ? Quand nos actions ne sont pas motivées par quelque chose qui nous renforce, mais quelque chose qui nous aide à nous prémunir d'un danger, donc qui nourrit la peur, alors finalement, ces actions-là, en soi, elles ne comptent pas puisque leur motivation, c'est la peur. Vous me suivez ? Alors à l'extrême, on pourrait dire d'un point de vue purement spirituel, énergétique, peu importe ce que vous faites, non pas peu importe, vous comprenez très bien, mais dans la mesure du raisonnable, de l'humain, de l'empathique, du mammifère, quoi, peu importe une chose ou une autre, c'est le contexte qui va aussi vous pousser à faire une chose ou une autre, mais du moment que vous vous êtes aligné, que vous vous sentez juste, que votre muscle teste fort, dit-on en kinésiologie, que votre circulation d'énergie n'est pas entravée, n'est pas rompue par un conflit intérieur. Oui, parce que ça marche comme ça. Conflit intérieur n'est pas du domaine psychique et énergie n'est pas du domaine physico-éthérique. Tout ça, c'est tout un, c'est la même chose. Donc si vous mangez bio par peur de vous empoisonner, vous nourrissez la peur en vous. Si vous mangez bio ou pas bio, mais pour... il y a d'autres raisons qui rentrent en ligne de compte, par exemple pour ne pas, vexer quelqu'un qui a fait à manger mais n'a pas vraiment les notions de ce qu'est l'alimentation biologique ou pas, vous avez tellement peur de vous empoisonner que vous allez refuser
une part de gâteau offerte, ou oui d'accord, c'est peut-être du sucre blanc, mais peut-être ces personnes, elles sont pas arrivées au niveau où vous êtes vous, elles ne comprennent pas tout ça. Elles n'ont pas du tout le sentiment de vous offrir du poison, mais de vous offrir quelque chose à forte valeur ajoutée d'amour, comme les confitures. Bien sûr, les confitures, c'est de la saloperie, c'est du sucre. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière aussi. Symboliquement, le sucre, c'est la douceur, c'est l'enfance, mamie confiture. Peut-être on vous fait un cadeau de prix, un cadeau de douceur, un cadeau d'amour, et vous ne voyez que le sucre blanc, ce qui n'est pas faux en soi. Tout est juste à son heure, mais ce qui n'est pas juste, ce sont les motivations de peur, les motivations en creux, les motivations négatives, bien que négatif positif soit maintenant très très connoté, on va les prendre purement dans un sens de circulation d'énergie. Positif, négatif, pôle plus, pôle moins, circulation d'énergie, quoi. Deux antagonistes, on pourrait dire. Et si nous agissons par peur, finalement, même si nous mangeons des choses de qualité, mais que la motivation est la peur, il peut rester une peur qui traîne. Est-ce que c'est vraiment du bio ? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi ? Donc des questionnements et des angoisses finalement qui polluent notre système énergétique. Alors je dis pas qu'il faut se faire inoculer n'importe quoi en disant que de toute façon on n'a pas peur et tout ça, parce que ça ce sont les motivations conscientes. Il y a aussi les motivations inconscientes. Les motivations inconscientes l'emportent toujours sur les motivations conscientes. C'est comme ça. La plus grande part est sous la surface. La plus grande part de nous-mêmes se situe sous la surface. Pour être sûr d'être en accord avec nous-mêmes, il nous faut quand même développer des sens un peu précis. Un toucher subtil, une écoute subtile de notre corps. Parce que ça va se jouer dans les sphères subtiles. Nous avons les moyens de savoir ce que nous dit notre part inconsciente, mais indirectement. Par le corps, par ses mouvements subtils, par ses manifestations, et aussi parce que par tout ce que nous renvoie l'univers, notre monde, quoi. Mais notre univers, peut-être qu'il est beaucoup plus petit que ce que nous croyons. Donc en fait, nous sommes engagés dans un jeu de miroir de tous avec tous. Toutes les situations récurrentes qui nous arrivent nous parlent de notre part inconsciente, mais les situations récurrentes qui arrivent à nos proches aussi, parce qu'elles rebondissent et rejaillissent sur nous. Quelqu'un qui a un problème récurrent avec un de nos proches qui aurait un problème récurrent avec ses parents, ses enfants, ses employeurs, ses voisins, ou du matériel, des fuites d'eau dans la maison, des problèmes mécaniques à répétition, des problèmes de santé récurrents. Bien sûr, ça lui parle de lui et c'est à cette personne de régler la question, mais si c'est un de nos proches, par ricochet, ça nous parle de nous. Nous vivons aussi une situation récurrente, pas au même niveau. La situation récurrente de maladie ou de problèmes matériels de notre proche est à régler par lui. Mais nous, cela nous parle d'une forme de parasitage énergétique parfois, de ces choses récurrentes qui prennent l'énergie de notre proche et nous sommes obligés de remplir ce vide puisque nous sommes dans la sphère énergétique de ces personnes. Donc les personnes qui ne règlent pas leurs problèmes, c'est aussi notre problème. Ça veut dire aussi que nous ne réglons pas nos problèmes. Mais oui, bien sûr, parce que celui qui ne règle pas son problème et qui vit dans votre proximité va constamment être accaparé. Son énergie va être accaparée par son problème. Donc une part de son énergie ne peut pas aller, mettons, dans la relation, se prendre en charge dans la relation. Donc c'est vous qui allez devoir prendre en charge la relation d'un point de vue émotionnel. Et comme une relation c'est toujours 50-50, si vous mettez plus que 50% d'énergie dans la relation, ça s'appelle du parasitage. Inconscient bien sûr. Bien sûr que sur cette terre, c'est la lutte pour l'énergie, la lutte inconsciente ou consciente pour l'énergie, et que nous sommes tous plus ou moins en train de nous parasiter les uns les autres, parasitez-vous les uns les autres, voilà. C'est un peu la loi de ce plan. Bien sûr, il n'est pas question de dire, de jeter violemment toute personne qui nous parasiterait à un titre ou à un autre, mais plutôt d'amener à la conscience de la nature de ce parasitage pour pouvoir agir, non pas sur l'autre, non pas directement sur la relation, mais sur soi-même. Ce qui, en cascade, influera sur la relation, les relations, et en dernier recours, les autres.
C'est pas de la manipulation, c'est le contraire. C'est se prendre en charge suffisamment soi-même pour ouvrir des espaces possibles dont les autres peuvent se saisir pour leur plus grand bien. Voilà. Ça marche comme ça. Tout est en cascade, en fait. Notre vrai pouvoir est indirect. Hein. Par la bande, comme j'aime dire, hein, ce terme de billard qui dit on ne frappe pas la boule que l'on vise, mettons une boule rouge avec notre boule blanche, mais on frappe d'abord les bandes du billard, les bords, pour jouer avec le rebond. Tout dans cette vie, tout notre vrai pouvoir, en fait, est un pouvoir indirect. Nous ne pouvons pas agir sur l'autre. Nous pouvons parfois, bien sûr, c'est de la manipulation, mais ça ne nous apportera rien au final, mais rien du tout. Ça se paye en général à un moment ou à un autre. Mais indirectement, nous pouvons agir sur les gens et les situations en leur permettant de faire un travail de mise au jour de leurs motivations inconscientes d'une seule manière, en agissant sur les nôtres, en voyant en quoi ce qui nous atteint, nous énerve, nous fatigue, nous agace, nous prend l'énergie chez l'autre, est une transposition de notre propre rapport au monde. C'est aussi simple que ça, et ça s'applique à tout. C'est ça qui est énervant. Ça s'applique à tout, à tous, donc à toutes, en tout temps et tout lieu. Si quelque chose ne va pas chez l'autre, c'est une transposition de ce que toi tu ne peux pas régler. Parfois c'est agaçant. Parfois c'est une vraie clé de compréhension. Mais ça demande toujours un petit effort d'accepter que ceci fut vrai, que aussi agaçant que soit l'autre dans son comportement, il ne fait que refléter une part de ce que nous sommes, ou plus subtil, si ce n'est vraiment pas le cas, de ce que nous jugeons. Ce que nous avons jugé mentalement comme inacceptable, immoral, eh bien, nous sera présenté sous une autre forme. La vie nous l'amène sur un plateau, c'est comme ça. Si vous avez un peu de jugeote et un peu d'honnêteté intellectuelle, ce que vous ne laissez pas d'avoir, j'en suis certaine, vous constaterez que bien souvent, ceci est vrai, même si c'est très agaçant. C'est là la première clé de compréhension et de transformation qui ne dépend ni de votre chéri, ni de votre mari, ni de votre employeur, ni de votre psy, ni de votre fils, ni de votre grand-mère, mais uniquement de vous-même. Comme dit l'autre, le problème, comment c'était ? Le problème ne vient pas vers vous, il provient de vous. Ah bah oui, c'est agaçant, bien sûr, mais c'est ça le vrai pouvoir. Mais si tu veux retrouver ton vrai pouvoir, il va falloir que tu vois là où le pouvoir que tu avais qui ne fonctionne pas n'est pas. Et là où est ton vrai pouvoir, tu peux l'exercer. Ah, ça fait chier. Ah bah bien sûr, parce que exercer son vrai pouvoir, ça commence par se mettre en face des trucs qu'on a essayé d'esquiver. Et c'est agaçant. C'est agaçant. Je te dis pas le nombre de gens qui me tournent le dos, hein. Enfin, pas vraiment. Ils font, tu vas bien? Faut que j'aille là, faut que j'aille. Bah vas-y. Tu es pressé apparemment. Tu es pressé. Vas-y. Bon, ceci dit, je leur dis pas ça en face, hein, mais plus les gens se fuient eux-mêmes, plus ils ont du mal à supporter le regard et la présence des personnes qui s'autorisent à aller mal parfois ou à se remettre en question. Je dis pas ça pour me glorifier, hein, je suis pas la seule en cause, mais quand on s'est vu soi-même un peu plus au fond que la moyenne, eh bien on voit également la problématique des autres. Puisque c'est la même, au fond c'est la même. Donc comme il y a des personnages qui font tout pour se fuir eux-mêmes, quand ils se retrouvent face à un miroir grossissant, simplement le fait d'être là, hein, de regarder, ou les mots qu'on choisit pour parler, ou même quand on parle la plus haut du beau temps, c'est déjà trop. C'est beaucoup trop. Mais c'est la même chose, vous l'avez remarqué, situation transposée bien sûr, quand vous parlez de ce qui est réellement en train de se passer, qui est totalement en décalage avec ce qu'on nous dit qui est en train de se passer. Bon, les gens qui ne veulent pas voir vous fuient, même les gens de votre propre famille, ils vont essayer de vous évangéliser, de vous ramener dans le droit chemin. Mais si vous êtes trop déterminé, ils vont avoir du mal simplement à supporter votre présence, parce que vous êtes fort dans votre conviction. Et non seulement votre conviction, mais que votre conviction est fondée sur des faits, des observations, et surtout une non-dissonance par rapport à leur dissonance. Votre non-dissonance les attire parce que vous êtes fort, mais elle joue le rôle d'un miroir grossissant
qui les angoisse parce que eux, ils sont en état de faiblesse énergétique et ils le savent. C'est pour ça que leur mental mouline à plein tube pour essayer de se rassurer. Mais c'est parce que j'ai pas le choix et puis voilà, tout ça, ça fonctionne à plein balles. Mais c'est du fantasme. C'est pas des faits. Les faits, ils sont là. Ils sont visibles par tous. Mais les faits sont inacceptables pour le mental la plupart du temps. Donc il les contourne, il les retourne, il les contorsionne jusqu'à temps que ça colle, ça cadre à peu près avec la vision du monde qu'on s'est choisi pour ne pas avoir à se remettre en question, à se positionner. Derrière tout ça, bien évidemment, il y a la peur. Et voilà que je retombe sur mes pieds, la peur. Je ne veux pas vous faire peur, chers amis. Ce n'est pas mon propos, plus exactement. Il n'entre pas dans mon propos de vous faire peur. La peur est innécessaire. Innécessaire, oui, c'est un néologisme non nécessaire, innécessaire, I2N, pourquoi pas? Bah oui, je dis ce que je veux. Elle nous ôte tout pouvoir de réaction. Pas la saine peur du moment, hein, mais les peurs vagues, nourries jour après jour. Vous savez que je le dis toujours, je le dis souvent, et je l'ai dit peut-être depuis trop longtemps pour que ce soit, que ça nous réveille. Alors ça va nous endormir, peut-être si je dis à chaque fois, c'est pour bientôt, les changements sont pour bientôt, mais les changements interviennent jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, sauf que, vous savez quoi, on s'habitue. Bah, les cafés ont fermé, tous les petits cafés de village, et ceux qui n'ont pas fermé sont vides, parce que on va pas au café pour se faire contrôler, n'est-ce pas? Et en campagne, tous les gens se connaissent. Est-ce que la patronne du café a envie de jouer la flicaille avec ses habitués? Ça ferait vilain. C'est pas pour ça qu'on va au café. On va au café pour se beurrer la gueule, c'est vrai. On va au café pour survivre émotionnellement, c'est vrai. Mais pas en plus pour se faire fliquer comme ça. Ça colle plus. L'élément de convivialité du café, des bars, même des bars à poivreaux, en a pris un sacré coup dans l'aile. Alors il n'y a plus personne. Ben oui, ça fait pas très envie. Plus ceux qui se disent que, inoculés ou pas, croyant à la science ou pas, ils n'ont pas tellement envie de vivre dans un monde où on leur demande toujours de se justifier de tout. Ça vous ôte l'envie, n'est-ce pas? Les temps sont là, la bête de l'événement, hein, de notre cher ami, tenant du titre de haute pyramide provisoire, hein, ces gens qui ont écrit les prophéties et qui les réalisent constamment, nous faisant rentrer dans des cycles, un peu comme les histoires de Scheherazade qui s'enchaînent de plus en plus profondément jusqu'à temps qu'on n'en sorte plus. Ces gens-là nous ont prévu une histoire qui est déjà écrite et qui se réalise sous nos yeux. Et nous ne voyons pas, parce que nous ne regardons pas. Ça va s'arranger, disent encore certains, je pense. Ou, oui, pour Noël, mais il n'y aura peut-être pas de Noël, comme l'an dernier, en fait. Qu'est-ce que vous en savez? Ici et là, on s'organise pour faire quand même des choses, avoir des activités, un club de marche à Saint-Plaisir. Mais tout est soumis à de nouvelles règles, toujours plus draconiennes. Vous achetez une maison, tout ce qu'on vous lit de vos obligations vous fait dresser les cheveux sur la tête. Vous achetez une voiture, toutes les obligations imposées par la loi aux conducteurs de voitures. Assurer, acheter, changer les pneus, et puis même une fois que vous êtes dedans, ça bip dans tous les côtés, ce n'est pas ta voiture. C'est la voiture du pouvoir en place. C'est la voiture de la dictature mondiale qui te dit à quelle vitesse rouler. Moi, perso, j'ai rien contre, mais qui te dit, enfin, qui est des limitations, je veux dire, qui te dit comment, quoi, que tu pollues. Mais si tu pollues, bah alors faut pas fabriquer de voitures, c'est tout. Si les voitures polluent, faut arrêter de fabriquer des voitures. Faut marcher à pied et avoir un monde qui fonctionne au rythme de la marche à pied, mais pas construire des voitures et des autoroutes pour nous dire qu'on n'a pas le droit de les utiliser tout en ayant le droit, mais il faut payer. Mais si on ne se réveille pas, les amis, si nous on ne se réveille pas, si on ne met pas au jour les aberrations, si on ne dit pas non, mais ça n'en finira jamais.
Alors là où je voulais en venir, et j'ai pris mon élan du fond de la cour, c'est que il est à l'ordre du jour de nous réenfermer, sélectivement ou pas, de nous contrôler, toujours sélectivement ou pas, mais à terme non sélectivement, tout le monde, de nous punir. La punition prend forme. Jusqu'à présent, on nous faisait croire qu'on était libre. On avait juste quelques obligations, bien sûr, pour la vie en société. Ces quelques obligations sont devenues une forme de coercition totale qui s'exerce sur tout, sur tous les aspects de nos vies, et même de notre pensée, de notre langage, de notre réalité intime d'être sexué. La coercition a envahi toutes les fibres de notre vie personnelle, intime, sociale évidemment, professionnelle pour ce qu'il en reste. Oui, sociale pour ce qu'il en reste, oui, bien sûr, tu as raison. Il n'en reste rien. Nous sommes entrés dans la survivance. Déjà depuis 1 an et demi, je te le dis. Même si nous sommes peu à l'avoir vu à ce moment-là. Non, pas le 17 mars, non, là j'étais un peu prise de court. Le 18 aussi, oui. Mais le 17 avril, là, je commençais à subodorer que non, en fait, j'avais sous-estimé l'événement. Il m'a fallu, oui, 1 mois ou 2 pour véritablement me retourner et voir à quel point j'avais agi avec sidération, ou non agi, je m'étais laissé faire, comme nous tous. Mais nous n'avons pas été très nombreux à voir à ce moment-là, peut-être en mai, que tout était plié, que les jeux étaient faits, et que tout allait se dérouler de façon non linéaire, mais continue. On lâche un peu, on resserre un peu, on lâche un peu. Non, on va pas faire ci. Et poum, 2 mois plus tard, ça y est. Oui, battons-nous. Je suis toujours sur les listes de diffusion des groupes, différents groupes qui se sont formés ici. Et il est question pour ces groupes de monter un parti politique, de lutter ça et là, de contacter les députés, bref, de jouer le jeu de ce pouvoir en place sur lequel nous aurons toujours 3 chameaux de retard alors que le TGV file à toute allure autour de la terre boule dans un fracas infernal. Bref, nous sommes toujours à la traîne, plus qu'à la traîne. On ne négocie pas avec les maîtres du monde. On ne négocie pas avec ceux qui ont tout, puisqu'ils n'ont besoin de rien. Ce dont ils ont besoin, ils le prennent. Ils nous mettent en position de ne pas nous laisser de choix. Le choix ultime, nous l'avons toujours. Y compris celui de mourir de faim, de vivre sans dignité, oui, encore que la dignité, c'est très relatif. Nous avons le choix ultime de vivre ou de mourir, mais ce choix-là, nous ne l'exercerons pas parce que nous sommes trop lâches. Nous avons regardé toute notre vie des films qui ne parlaient que de ça, lu des livres héroïques qui ne parlaient que de ça. Mais c'est pas pour nous, bien sûr. Tous ces livres et ces films n'ont agi que des engrammes pour nous montrer à quel point nous sommes insuffisants et indignes de nos propres héros. Nous sommes indignes d'eux. Nous sommes sans force, comparés à leur puissance intérieure. Nous continuons à regarder ces films de super-héros, ces êtres qui bravent la peur, ou même qui n'ont pas peur, alors que nous sommes transis de trouille, marinant dans notre caca parce que nous nous faisons dessus à la première occasion. Occasion. Bien sûr, nous ne sommes pas des héros. Mais alors, qu'allons-nous être ?